Sous les eaux troubles d'une rivière ancestrale, une ombre guette le moment de voler l'avenir de toute une troupe. De minuscules pattes effleurent la surface, la mort ouvre enfin les yeux. Une morsure manquée n'est que le premier avertissement. Le prédateur échappera-t-il à la mort qui approche? Panique chez les lions. Un lionceau disparaît en un instant. Le vent matinal balaie les prairies du Serengeti, soulevant de fines volutes de poussière et révélant la stérilité de la saison sèche qui s'abat sur la région. Des fissures dans la terre zigzaguent comme d'anciennes veines, menant à une large rivière aux eaux boueuses où une lumière dorée perce par endroits. C'est une terre que chaque créature, de l'antilope au buffle du Cap, redoute, où les ténèbres sous l'eau sont plus anciennes que la savane qui la recouvre. Et au milieu de ces horizons gris et poussiéreux, une troupe de lions apparaît. Les femelles mènent le groupe, leur démarche fière mais alourdie par le poids de la famine. Leurs yeux sont tournés vers l'eau, porte qui promet la vie et dissimule la mort. Les lionceaux suivent, leurs pattes s'enfonçant dans le sable sec, cherchant à rester au plus près de leur mère. C'est plus qu'une simple famille. C'est l'avenir tout entier de leur espèce après la cruelle saison sèche. Et pour survivre, ils doivent traverser cette rivière où chaque créature sait que ce qui se cache dans la boue ne rate jamais une seconde chance. Les lions s'arrêtent au bord de l'eau. Le vent tourne. Une odeur de boue et une odeur plus ancienne que le temps emplissent l'air. La lionne marque une pause. Ses oreilles se dressent légèrement, ses yeux jaunes se plissent. La savane a lancé un avertissement, et seuls ceux qui se sont perdus peuvent l'entendre. La rivière qui semble immobile à son propre pouls, une respiration lente qui attend le moment propice pour s'éveiller. La lionne s'y est immergée la première, l'eau froide pressant son ventre, créant des ondulations qui se propagent puis disparaissent dans le silence. Le plus petit lionceau suivait de près, chaque coup de patte révélant la maladresse d'une créature qui n'avait jamais compris que la surface de l'eau pouvait tuer plus vite qu'une griffe sur la terre ferme. Il leva les yeux et vit sa mère tourner la tête. Son regard, tel un fil, l'empêchait de sombrer dans le désespoir. Mais au moment précis où ce fil se tendait, l'eau sous ses pattes gonfla légèrement, comme un soupir venu des profondeurs. Une silhouette sombre se retourna.
Un rayon de lumière glissa le long de son échine. Puis l'eau explosa. Le crocodile bondit en avant tel un javelot de boue. Le lionceau esquiva, les embruns lui fouettant le visage. La lionne eut le temps de le rejoindre et réagit par un instinct pur. Elle rugit et attira le minuscule lionceau contre elle. Cette morsure, si elle avait été un instant plus lente, aurait suffi à lui ôter la vie. Le crocodile fouetta l'air de sa queue, créant un immense tourbillon qui transforma l'eau en une boue brunâtre et trouble. Il perdit sa cible, mais ne renonça pas. Ses yeux jaunes suivirent son petit, brillant de cette fin glaciale que tout animal ayant traversé la rivière connaissait. La lionne se dressa devant son lionceau, son corps tout entier tendu comme la corde d'un arc. La troupe accéléra le pas pour rejoindre la rive opposée, mais derrière elle, l'eau se gonfla de nouveau, comme si la mort avait repéré sa proie et ne pouvait se résoudre à la manquer. Ce premier instant de fuite fut plus qu'une simple morsure manquée. C'était un rappel que la rivière avait choisi les plus faibles. Et elle reviendrait. L'eau ruisselait de la fourrure des lions lorsqu'ils posèrent le pied sur les vasières de l'autre côté de la rivière. Leur respiration haletante se mêla au clapotis de l'eau derrière eux, comme si la rivière refermait la gueule d'un monstre qui venait de rater son repas. Le lionceau tremblait contre sa mère, son corps imprégné de l'odeur froide de la boue mortelle, les yeux grands ouverts comme s'il ne comprenait pas ce qui venait de le toucher. La lionne se pencha et lui lécha la joue, non pour essuyer l'eau, mais pour retenir son souffle, craignant qu'un seul instant d'inattention ne suffise à faire disparaître son petit comme s'il n'avait jamais existé. Mais cette paix fragile ne dura qu'un instant. Dans l'eau, derrière eux, l'ombre n'avait pas encore disparu. Le crocodile du Nil, d'une patience ancestrale, n'abandonne pas sa proie pour une simple morsure manquée.
Il gît dans la vase, immobile comme une pierre vivante, ressentant la moindre vibration du sol, chaque pas tremblant du petit qui lutte pour survivre. Il sait que sa proie est à son plus faible. Il reconnaît les battements chaotiques de son cœur lorsqu'il a peur. Et il sait que la troupe de lions ne pourra aller bien loin avant que le mur de terre qui se dresse devant eux ne les bloque. La troupe de lions lève la tête pour scruter le prochain chemin, un mur vertical plus haut qu'un adulte. Pour poursuivre leur route, ils doivent escalader cette pente et le petit, toujours tremblant, sera de nouveau laissé pour compte. Le vent change de direction. Les brins d'herbe près du sol frémissent légèrement. Le bruit de l'eau derrière eux est comme le souffle profond de quelque chose qui se prépare à une seconde ascension. La savane n'a pas encore laissé la troupe de lions poursuivre son chemin. Le prochain défi se préparait. Et le crocodile attendait là où ce défi allait engloutir le dernier survivant. La falaise devant lui n'était pas haute, mais pour un lionceau qui venait d'échapper à la mort dans la rivière, elle représentait une barrière entre la vie et la mort, et l'absolue fragilité de l'enfance. Le sol était humide et meuble, labouré par les lions adultes qui y avaient creusé de profondes ornières, telles des griffures, dans la savane. Le lionceau se tenait au pied de la pente, sa fourrure trempée, lourde comme s'il portait le poids de la rivière. Il tentait de se lever, mais chaque pas tremblait, chaque coup de griffe faisait glisser le sol sous ses pieds. Au-dessus, la lionne attendait. Le vent soufflait contre elle, poussant son cœur à battre la chamade, comme un appel invisible. Ses yeux jaunes étaient grands ouverts, emplis de peur et de désespoir, s'accrochant au fragile espoir que son petit puisse encore grimper. Les lionnes, disposées en arc de cercle, projetaient l'ombre du lionceau, comme pour le hisser grâce à la force de toute la troupe.
L'une d'elles laissa échapper un grognement sourd, non par colère, mais pour l'encourager. Le lionceau l'entendit. Il posa la patte sur la première prise. Il glissa. Le sol se déroba sous lui. Il réessaya. Un gros morceau de boue glissa de la falaise et tomba dans l'eau avec un bruit si faible que seule la lionne put l'entendre. Le lionceau peina à relever la tête. La distance jusqu'au sommet ne représentait que la moitié de sa longueur. Un saut de plus et il aurait touché les pattes de sa mère. Il prit une courte inspiration, surpris par l'eau froide qui lui emplissait encore les poumons. Et juste au moment où il allait faire un autre pas. La rivière bougea. Légèrement. Juste une très légère ondulation. Mais pour une espèce qui avait vécu au bord de la mort sous l'eau, cette vaguelette fut un coup fatal. La lionne dressa les oreilles. Les lions à la surface se turent soudain. La savane sembla sombrer dans un vide étrange, comme si le temps s'était arrêté. Puis l'eau explosa. Le crocodile bondit avec une force telle que la moitié de son corps émergea de l'eau. Ses mâchoires blanches se refermèrent en un instant trop bref pour être perçues à l'œil nu. Le petit eut à peine le temps de tourner la tête, les yeux grands ouverts. Comment cette ombre avait-elle pu se rapprocher si vite ? L'instant parut une éternité. Un demi-temps trop court. Un pas de moins que prévu. Le crocodile eut un à-coup. Le petit fut entraîné du haut de la falaise, son corps heurtant la berge et laissant une longue traînée glissante. Son cri, étouffé par l'eau et la peur, fut faible et faible. Une masse de boue emporta le petit corps, puis tout sombra dans l'eau trouble. L'eau se referma aussitôt, silencieuse, cruelle et absolument indifférente.
La lionne resta figée au bord de la berge, ses griffes lacérant le sol jusqu'à ce que le sang coule. Mais la rivière ne rendit pas ce qu'elle avait pris. Aucun rugissement ne se fit entendre. Aucun cri ne sortit de sa gorge. Savannah n'entendit que le bruit de l'eau ruisselant de sa fourrure, comme du métal s'écoulant d'un puits. Cet instant était plus qu'une perte. C'était une fin que personne ne pouvait changer. L'eau au pied de la falaise s'aplanit peu à peu, comme si la lutte n'avait été qu'un violent coup de vent passager, sans laisser de traces. Mais sur la rive, les lions ne parvenaient pas à se calmer comme la rivière. La lionne se tenait toujours près du bord de la vase, le souffle court, les pattes tremblantes, comme si elle ne pouvait plus se soutenir. Ses griffes lassaient le sol, y laissant de profondes entailles. Elle baissa la tête pour regarder l'eau, mais il n'y avait plus rien à voir. Les femelles adultes, plus haut, reculèrent silencieusement, comme si le moindre bruit ne ravivait sa douleur. La meute ne rugit pas, ne lança aucun appel. Le silence était plus lourd qu'un rugissement dans la nuit noire, si lourd que toute la savane semblait figée. Le vent souffla, apportant le froid de l'eau, effleurant la plaie ouverte à l'épaule de la lionne, une vieille griffure d'une autre chasse. Mais cette douleur était insignifiante comparée au vide qui s'étendait dans sa poitrine, comme une obscurité qu'aucune lumière ne pouvait combler. Enfoui dans la boue, le crocodile ne remonta pas à la surface. Il avait plongé profondément, traînant avec lui le poids de sa petite proie. Pour lui, la chasse était terminée. Le prédateur retrouva son silence patient, tels les rochers qui avaient reposé en sommeil pendant des millénaires dans le fleuve. Mais pour les lions, ce n'était pas une chasse. C'était une âme volée. Une partie de l'avenir de la troupe venait de disparaître dans la boue. Le soleil commença à se coucher, teintant le ciel d'un rouge profond, comme une plaie encore ouverte. La lumière se posa sur la lionne, la faisant paraître enveloppée dans la douleur lancinante que le fleuve venait de lui infliger. Mais la savane ne laissa pas le deuil s'éterniser. De longues ombres commencèrent à s'étirer depuis les buissons au loin. Une longue nuit s'annonçait, et une autre attendait, flairant le chaos de la meute.
La troupe devait partir, sous peine d'affronter un autre prédateur, qui, lui, n'était pas dans l'eau. Le vent changea de direction. La lionne releva la tête, fermant les yeux un instant, juste assez pour étouffer sa douleur. Puis elle se retourna. La troupe s'éloigna enfin de la rivière, chaque pas portant le poids d'une vie perdue dans la boue. Elle marchait plus lentement que les autres, la tête baissée, les oreilles frémissant encore légèrement aux ondulations de l'eau derrière elle, comme si son instinct espérait encore entendre un faible cri. Mais la savane était silencieuse, et ce silence était plus profond que n'importe quelle blessure. La nuit tomba, apportant le froid à travers la fourrure gorgée d'eau. La troupe se retira dans l'obscurité, mais la perte brûlait encore vivement dans leur cœur, un petit feu couvant, qui ne crie pas, qui n'explose pas, mais qui ne s'éteint pas. Derrière elle, la rivière referma silencieusement son embouchure, comme repu après un festin coupable. Mais au fond des yeux de la lionne, une faible lueur brilla, non pas l'espoir, mais le souvenir d'une dette impayée. La savane a une longue mémoire, et les promesses faites dans la douleur ne meurent jamais. Si vous voulez savoir ce qui attend les lions et où cette querelle latente les mènera. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucun épisode de leur aventure de survie dans la savane qui ne dort jamais. L'histoire n'est pas terminée. Sous la rivière apparemment paisible, une force gigantesque surgit. Les prédateurs devront fuir. Et la bataille est sur le point de commencer. Le Serengeti sauvage. La confrontation féroce entre hippopotame et prédateur. Le Serengeti n'est pas seulement une vaste terre du nord de la Tanzanie, mais aussi le cœur battant de l'Afrique sauvage. Ici, le vent transporte le parfum de l'herbe sèche et de la poussière qui souffle sur l'infinie savane, où chaque pas du troupeau migrateur résonne comme une symphonie ancestrale de la vie. Sous le ciel flamboyant, où la lumière et l'obscurité luttent sans cesse, la vie n'est jamais facile. Chaque brin d'herbe, chaque rugissement, chaque poursuite recèle des histoires de vie et de mort. Le Serengeti est un lieu où beauté et danger se mêlent, où chaque regard reflète une part de la lutte sans fin entre espoir et désespoir. Dans les eaux troubles du Serengeti vit une créature d'apparence lente,
mais pourtant terrifiante. L'hippopotame. Ce géant silencieux possède un corps massif pouvant peser jusqu'à 3500 kg et une épaisse peau gris foncé. Malgré leur apparence lente, ils peuvent courir étonnamment vite sur terre et nager avec habileté sous l'eau. Les hippopotames vivent la plupart du temps dans les rivières ou les marais pour se rafraîchir, ne s'approchant du rivage que la nuit pour brouter. Ils sont très territoriaux, surtout les mâles, prêts à ouvrir grand la gueule pour exhiber leur croc de plus d'un demi-mètre de long en cas de menace ou de combat. La saison des amours a généralement lieu pendant la saison sèche, de mai à août, lorsque le niveau des rivières baisse, forçant de nombreux individus à se rassembler au même endroit. Les conditions sont alors favorables au choix d'une partenaire et à la défense du territoire. L'eau trouble scintille d'une couleur cuivrée, reflétant deux corps massifs se faisant face. Il s'agit de deux hippopotames mâles adultes. Ils étaient énormes, gris foncé, le dos couvert de boue sèche. L'air était lourd et lourd. Soudain, ils se chargèrent l'un l'autre. Au bout de quelques minutes, le combat prit fin. Le perdant fut blessé. Il fut contraint de battre en retraite. Ce combat n'était pas seulement une démonstration de force, mais une lutte pour déterminer qui aurait le droit de perpétuer la lignée. Et sur l'eau rouge au coucher du soleil, la victoire revenait à ceux qui refusaient de baisser la tête. L'accouplement a généralement lieu sous l'eau, où seule la tête de la femelle est exposée pour respirer, tandis que le mâle utilise sa force pour la retenir par derrière. Après environ 8 mois de gestation, la femelle hippopotame recherche des eaux calmes pour mettre bas, généralement un seul à la fois. Le nouveau-né pèse entre 25 et 50 kg, peut être sous l'eau et apprend rapidement à faire surface pour respirer quelques secondes après sa naissance. Pendant les premiers mois de sa vie, il est étroitement protégé par sa mère contre les crocodiles, les lions et même les mâles agressifs du troupeau. Malgré leur apparence féroce, les hippopotames sont des créatures dotées de capacités de communication complexes. Ils produisent des sons sous l'eau en faisant vibrer leurs cordes vocales et peuvent même transmettre des sons dans l'eau et dans l'air. Rugissements sonores, grognements nasaux ou rires sonores ont tous des significations différentes, allant de l'avertissement territorial à l'appel à un partenaire. L'alimentation principale des hippopotames est l'herbe, en particulier les herbes courtes qui poussent le long des rivières, des marais ou des plaines. Ils se nourrissent principalement la nuit.
Un adulte peut manger 30 à 40 kg d'herbe, ce qui est suffisant pour maintenir son énorme masse corporelle. Bien que les hippopotames ne mangent pas de viande, leur force est suffisante pour faire réfléchir n'importe quel prédateur avant d'attaquer. Les hippopotames ne possèdent pas de glandes sudoripares comme la plupart des autres mammifères. Leur corps sécrète un mucus rosâtre spécial, communément appelé « sueur de sang ». Bien qu'ils passent la majeure partie de leur temps sous l'eau, cette fine couche protège non seulement leur peau sensible des rayons ultraviolets, mais prévient également les infections dans les eaux polluées. Au milieu de ces eaux apparemment paisibles, l'ombre du danger rôde encore le long des rivages herbeux et secs. Les ombres qui se cachent silencieusement dans la lumière vive du soleil n'appartiennent pas au monde aquatique, mais à la terre. Lion. Maître de la savane. Les mâles adultes peuvent peser entre 150 et 250 kg et possèdent une épaisse crinière qui entoure la tête et le cou, telle une couronne d'autorité. C'est à la fois un symbole de maturité et une armure naturelle qui protège au combat. Le corps du lion est robuste, avec des muscles bien développés au niveau des épaules et des pattes avant, lui permettant de bondir à la vitesse de l'éclair avec une puissance redoutable. Sa robe est généralement jaune ou brun clair, ce qui lui permet de se fondre facilement dans la savane aride. Ses grands yeux, aux pupilles rondes, sont soutenus par une couche réfléchissante derrière la rétine, ce qui lui permet de voir clairement dans des conditions de faible luminosité. Les lions sont des animaux très sociaux. Une troupe se compose généralement d'1 à 3 mâles adultes, de plusieurs femelles et de jeunes individus. Chaque troupe protège un vaste territoire marqué par l'urine, les rugissements et des patrouilles régulières. La saison des amours n'est pas fixe, mais a lieu toute l'année, selon le cycle physiologique de la femelle. En chaleur, la femelle émet des signaux sonores et des postures pour attirer l'attention du mâle. Un couple peut s'accoupler plusieurs fois par jour, et ce, sans interruption pendant plusieurs jours. Ce processus vise à maximiser les chances de conception. Après la conception, la femelle reste gestante pendant environ 110 jours avant de trouver un endroit isolé, loin de la troupe, pour mettre bas. Chaque portée compte généralement 2 à 4 petits, aveugles et entièrement dépendants de la mère. Pendant les 6 à 8 premières semaines, la mère élève ses petits en secret, à l'abri des menaces des mâles inconnus ou d'autres prédateurs. Lorsque les petits sont assez grands pour suivre la troupe, ils retournent au groupe et sont pris en charge par les autres femelles de la troupe. Les principales proies des lions sont les herbivores migrateurs saisonniers tels que les antilopes, les zèbres ou les buffles.
Cependant, dans des situations rares et particulièrement dangereuses, les hippopotames peuvent également devenir une cible pour les lions. Sur le sol craquelé de la berge, où les arbres projetaient de longues ombres sous la lumière crue du soleil du début de la saison sèche, une troupe de lions se reposait en silence. Respirant lentement. La berge était encore un lieu de rassemblement idéal pour les lions, car c'était là que de nombreuses proies étaient contraintes de s'abreuver pendant la saison sèche. Et puis, comme par un hasard du destin, la chose qu'ils ne poursuivaient pas apparut devant leurs yeux. Un léger croassement retentit du lit de la rivière. Une masse gris foncé, massive et humide surgit de l'eau. C'était un hippopotame adulte, et il était seul. La troupe de lions se tendit soudain. Sans même avoir besoin d'échanger un mot, leur instinct de prédateur leur indiqua qu'une opportunité venait de s'ouvrir. L'hippopotame se dirigea vers la berge. Le chef des lions donna le signal. La troupe se dispersa, se déplaçant gracieusement et presque silencieusement dans l'herbe sèche. Chaque pas était calculé. Ils connaissaient le danger. Attaquer un hippopotame adulte était une question de vie ou de mort. La peau était trop épaisse, la force trop grande. Inopinément, l'hippopotame se jeta en l'air. La chasse se termina sans effusion de sang. Avec une force absolue et une fureur soudaine, l'hippopotame força tout le troupeau à battre en retraite, laissant derrière lui une précieuse leçon au milieu de la steppe ardente. Ceux qui restèrent silencieux ne furent pas facilement maîtrisés. Le crépuscule tomba, teintant la steppe d'une couleur rouge orangée comme des braises. Les rugissements et les bruits de la confrontation s'estompèrent peu à peu, laissant derrière eux un silence comme si de rien n'était. Le soleil disparaissait à l'horizon, le vent léger emportant la vapeur fraîche de la rivière sinueuse. Le troupeau d'hippopotames retourna lentement dans son monde, glissant dans l'eau trouble comme s'il n'était jamais parti. Les antilopes et les babouins quittèrent également le talus herbeux, un par un, pour regagner leur zone de sécurité familière. Et lorsque la tempête passa, une petite créature se posa sur le dos de l'hippopotame comme si de rien n'était. Le pluvier rouge. Doté d'un corps long et élancé d'environ 20 cm, cet oiseau possède un plumage brun qui s'éclaircit vers le ventre, des yeux ronds et rouges comme des graines de grenade et un bec rouge vif distinctif. C'est à la fois un outil de recherche de nourriture et un signe distinctif important dans les prairies. Les pluviers rouges ne volent pas comme les oiseaux granivores et ne se nourrissent pas dans les arbres comme les pics. Ils ont une habitude particulière, ils s'accrochent au corps de grands animaux comme les buffles,
les antilopes et surtout les hippopotames, pour y trouver des parasites, des tiques, des puces et même des plaies ouvertes. Leur bec pointu et recourbé leur permet de lisser les plumes, de picorer légèrement et de prélever les tiques sur les zones cutanées les plus sensibles. La relation entre pluvier et hippopotame est une forme particulière de symbiose, les oiseaux sont nourris en abondance, les hippopotames sont nettoyés, leurs démangeaisons sont atténuées, surtout, ils les avertissent du danger. Les pluviers ont la capacité de détecter les prédateurs de loin, émettant immédiatement un cri strident caractéristique, attirant leur attention et leur prudence. C'est pourquoi de nombreux hippopotames les laissent presque se tenir debout sur leur dos sans manifester de gêne. Bien que petits, les pluviers rouges sont un élément essentiel du paysage écologique du Serengeti. Non seulement ils se nourrissent des cadavres de grands animaux, mais ils contribuent également à la santé des hippopotames. Un lien silencieux, étrange et pourtant fort entre deux espèces totalement différentes. Le Serengeti respire dans un silence temporaire, une brève accalmie dans la tempête de l'instinct de survie. La paix n'a pas duré longtemps, la surface de l'eau a commencé à vaciller. Non pas à cause du vent, mais par des mouvements silencieux, glissant aussi légèrement qu'une respiration. Sous l'eau noire et profonde, de longues ombres commencent à apparaître. Aucun bruit, aucune trace, juste des dos rugueux tels des rochers glissant près du visage. Les crocodiles du Nil. Prédateurs anciens et dangereux de la rivière Mara. Leur corps peut atteindre 6 mètres de long, recouvert d'épaisses écailles brunes et vermousse, semblables à une armure, qui les aide à disparaître complètement dans l'eau trouble. Les yeux et les narines sont situés haut sur la tête, ce qui permet aux crocodiles d'observer et de respirer tandis que le reste du corps est profondément enfoui sous la surface. Ces dents acérées, composées de plus de 60 dents coniques, offrent une force de morsure pouvant atteindre 3000 PSI. Chaque morsure est une condamnation à mort. Ce reptile possède un mode de reproduction particulier et un caractère primitif marqué. À la saison sèche, lorsque le niveau de l'eau baisse, le mâle commence à établir un territoire le long des rivières et des lacs peu profonds, émettant des rugissements pour attirer les femelles. Ces démonstrations de force ont lieu sous l'eau. Après la fécondation, la femelle crocodile choisit une plage de sable sec, généralement au bord de l'eau, pour y creuser un nid. Elle y creuse un trou profond et y pond de 25 à 80 œufs. Dès leur naissance, les bébés crocodiles sont confrontés au danger. Leur taux de survie est extrêmement faible, seuls quelques-uns parviennent à maturité après de nombreuses années, chassent et apprennent à devenir des ennemis que personne ne souhaite affronter dans le lit de la rivière. Espèces typiquement embusquées, les crocodiles ne poursuivent pas leur proie comme les lions ou les guépards. Ils rôdent en silence, attendant des heures avant de porter leur coup. Sous le soleil ardent de midi du Serengeti, la rivière scintille comme de l'argent. Les vagues ondulent. Le troupeau d'hippopotames nage dans les eaux profondes, chaque corps géant s'élevant pour respirer puis plongeant doucement.
Ils ne sont pas méfiants, c'est leur territoire, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Mais juste sous la surface brillante, une silhouette sombre s'approche tranquillement. Un crocodile adulte l'observe. Ses yeux sont plissés, fixés sur un jeune individu qui s'est détaché du centre du troupeau, à seulement quelques brasses. La lumière du soleil oblique sur l'eau, donnant l'impression que son dos se fond dans la rivière. La distance se réduit peu à peu. L'initiative du crocodile d'attaquer le jeune hippopotame a provoqué la colère de la mère. Ce n'est plus une créature lente, mais une machine à rage. Il charge. La chasse est terminée. Le prédateur est désormais le perdant sous le poids de la proie. Lorsque les hippopotames se calment peu à peu, retrouvant un rythme respiratoire régulier, il ne reste plus que les ondulations qui se propagent au loin. Une profonde leçon pour les chasseurs de la rivière. Toucher un enfant, c'est mettre en colère toute une dynastie. Au cœur des combats à mort dans les prairies, tous ne chassent pas directement, mais vivent de la mort des autres. Ils n'ont pas besoin de frapper, ni de gaspiller leur énergie, ils attendent simplement le moment chaotique pour se faufiler dans le festin sanglant. Ce sont des opportunistes. Les hyènes tachetées, carnivores les plus célèbres d'Afrique, ont une apparence étrange et déroutante. Leur corps bas et voûté, avec des épaules plus hautes que les hanches, leur confère une démarche accroupie caractéristique. Leur épaisse fourrure gris-jaune, rugueuse et tachetée de noir, leur permet de bien se dissimuler dans les hautes herbes. Leurs oreilles rondes et leurs yeux petits mais perçants observent attentivement tous les mouvements environnants. Leur crâne imposant, leur mâchoire extrêmement puissante et leurs molaires postérieures très développées leur permettent de broyer même les os les plus volumineux. Les hyènes ne sont pas seulement opportunistes, elles ont aussi un système social complexe et strict. Elles vivent en grande meute pouvant compter jusqu'à plusieurs dizaines d'individus, dirigés par une femelle dominante. Contrairement à la plupart des autres carnivores, chez les hyènes tachetées, les femelles sont plus grandes, plus agressives et plus puissantes que les mâles. L'accouplement n'a lieu que lorsque la femelle le permet. Après environ 110 jours de gestation, les hyènes femelles donnent généralement naissance à 1 à 3 petits dans une tanière cachée. Les lionceaux naissent avec les yeux ouverts, les dents crochues et une compétition féroce dès le départ. Entre lions et hyènes, des affrontements surviennent souvent. Non pas pour se battre pour la survie, mais pour récupérer la viande restante après chaque chasse.
Les hyènes sont les premières à arriver après la chasse. En raison de leur nombre impressionnant lorsqu'elles se déplacent en meute, elles se rassemblent souvent autour de la carcasse, grognant, attendant une ouverture pour s'emparer de chaque morceau de viande. Souvent, elles osent même s'affronter directement. Après la nouvelle chasse de la troupe de lions, un jeune hippopotame est attiré par l'odeur de la proie. La fête ne dure pas aussi longtemps qu'elle l'aurait souhaité. Le soleil brûle encore, de courtes ombres noires commencent à apparaître discrètement. Les hyènes se déplacent silencieusement, les yeux brillants. Leurs pas prudents, leur regard scrutateur. Le troupeau se disperse, encerclant le corps de l'hippopotame derrière les buissons. Les lions chargent. Au bout d'un moment, les hyènes prennent la fuite. Les lions sont venus en guise d'avertissement, toutes les chasses ne se terminaient pas par un partage. Ce n'était plus un repas, mais une déclaration de guerre. Et là, les charognards ont osé défier les prédateurs, transformant la lutte pour la proie en une épreuve de survie entre les deux espèces dominantes. Ainsi, le cycle de la survie dans le Serengeti ne s'est jamais interrompu. Chaque jour était un nouveau chapitre entre l'obscurité et la lumière, entre le prédateur et la proie, entre le silence et le rugissement. Les hippopotames ne chassent pas. Mais face à une proie, ils ripostent tels des guerriers forgés par des milliers d'années d'évolution. Et c'est la solidarité, la force de caractère et la volonté de mourir qui font des hippopotames une espèce que peu osent sous-estimer. Si vous aimez les combats acharnés pour la survie et admirez le courage d'une espèce prête à se défendre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour continuer à nous accompagner dans nos aventures sauvages.